Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos tablettes, vos ordinateurs et sans oublier vos portables pour nous suivre sur nos plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram et sans oublier TikTok pour cette autre édition justement de Parole panafricaniste et surtout Panafricaniste TV. Et comme à notre habitude, nous nous interrogeons encore aujourd'hui, diplomatie embargo sur les visas français, une possible réciprocité, nous interrogeons. Diplomatie embargo sur les visas français, une possible réciprocité. En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, la France a annulé le visa du militant nigérien Michael Zodi. La France a donc annulé jeudi dernier le visa de circulation sur son territoire du militant nigérien de la société civile Michael Zodi, réputé pour ses actions contre la présence des bases militaires occidentales, notamment françaises, sur le sol nigérien. La France a donc annulé jeudi ce visa de circulation sur son territoire de ce militant nigérien Michael Zodi, réputé pour ses actions contre la présence des bases militaires françaises sur le continent africain. Il a déclaré, je cite, « l'ambassadeur de France, m'ont envoyé tout à l'heure un courrier en email pour me notifier l'annulation de mon visa. Demain vendredi, j'irai à l'ambassade pour leur demander les raisons. » Michael Zodi est le coordinateur au Niger de Tournons la page TLP, une coalition de plusieurs ONG. Dans le courrier envoyé aux militants, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, indique « Je vous informe de l'annulation de votre visa de circulation valable du 3 mai 2022 au 2 juin 2023. » Le diplomate a précisé que le visa de circulation n'est pas un droit et qu'il est accordé généralement à des personnes qui sont amenées à se rendre souvent en France pour des raisons professionnelles, ce qui n'est pas le cas de M. Zodi, ajoutant qu'il pouvait parfaitement déposer une demande de visa s'il a un projet de venue en France ou dans l'espace Schengen. Fin de citation. Michael Zodi est connu pour ses critiques acerbes contre la présence des bases militaires françaises pour la lutte anti-djihadiste et notamment l'opération française Barkhane qui s'est partiellement repliée au Niger après son retrait, on va le dire comme ça, avec son chassement, on va le dire ainsi, du Mali voisin. Dans un entretien, il n'a pas complètement exclu la possibilité de la présence française. On se demande bien pourquoi il a changé d'avis dans son discours. Il dit, et je cite, « Nous avons besoin de la coopération française, mais nous ne voulons pas que la France joue un rôle paternaliste au Sahel, a-t-il indiqué. Au fil du temps, ces forces sont devenues illégitimes parce qu'après 10 ans d'existence, la situation ne fait qu'empirer, a-t-il ajouté. L'annulation de son visa de circulation intervient quelques jours après l'interdiction d'entrée et de séjour en France prononcée contre la militante suisse-camerounaise Nathalie Yamb, connue pour ses positions très hostiles à la présence française en Afrique. Il faut également le préciser. Et d'ailleurs, Sylvain Ité, qui est le diplomate français en poste du côté du Niger, précisément à Niamey, dit dans un tweet, et je cite, « Allez demander à tous les Africains qui font la queue devant les consulats français pour obtenir un visa. Ils vous le diront sûrement, à moins qu'ils ne soient maso. » Interrogez aussi les 8 millions d'Africains qui vivent en France. Ils doivent bien y trouver un intérêt. Allez savoir avec quelle condescendance ce dernier qualifie d'ailleurs les Africains. C'est pour cela que nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Diplomatie embargo sur les visas français, une possible réciprocité. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, directeur de publication du journal Le Cactus et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à vos techniciens qui font un travail, comme j'ai l'habitude de le dire, un travail remarquable pour que nous puissions avoir de la visibilité dans les différentes plateformes numériques. Comme à mon habitude, ce sera par un coup de gueule que je commence. Depuis hier dimanche, je suis du côté de l'Italie pour rencontrer les souteneurs qui sont de ce côté-là, notamment les souteneurs de l'ONG, la Fondation Saint-Egio, que vous connaissez. Il s'agit de paravent diplomatique, n'est-ce pas, de l'Église catholique. Alors, dans son pèlerinage, certainement à travers la planète, comme il a aimé le faire, désormais, le franc-maçon qu'il est en train d'aller chercher les soutiens du Vatican, qui nous savons c'est un État voyou,
criminels, surtout corrompus. En tout cas, cette proximité avec ce paravent diplomatique de l'Église catholique nous donne justement, une fois de plus, la conviction que l'Église catholique reste également au centre du climat international. Merci pour l'invitation. Si c'est seulement si et c'est seulement si c'est une église, j'aime pas beaucoup qu'on utilise le terme, allez savoir justement pourquoi. Diplomatie, embargo sur les visas français, une possible réciprocité. Nous nous interrogeons ce matin Albert Anatole Aïssi, et bien militant nigérien de la société civile, en la personne de Michael Zodi, réputé pour ses actions contre la présence française sur le sol africain. Eh bien, c'est vu justement son visa annulé, visa qui allait du 3 mai 2022 au 2 juin 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé ce que vous avez dit dans votre chapeau. C'est passé que Paris n'aime pas un narratif qui l'embarrasse. Et ces derniers temps, sur le continent africain, notamment du côté du Sahel, au Niger précisément, vous avez des voix qui s'élèvent, pas seulement la société civile, même au sein de l'armée du côté du Niger, décrit, n'est-ce pas, la présence des bases militaires françaises, la présence des forces d'occupation françaises occidentales de ce côté-là. Et parmi ces voix qui décrivent la présence de ces armées d'occupation, vous avez les militants, les membres du mouvement Tournons la page, qui est une, je veux dire, qui est une association, qui est une plateforme de plusieurs associations, de syndicats, quelquefois de politiques, des membres de la société civile, justement, qui luttent pour justement la promotion des droits humains, qui sont garantis, soit-ils, apparemment par la Constitution du pays des Lumières. Alors, dans ce cafouillage diplomatique, de contestation généralisée et populaire, M. Sylvain Ité estime que dès lors qu'on ne peut pas applaudir, dérouler le tapis rouge à ces mercenaires déguisés en libérateurs, eh bien, vous ne méritez plus qui vous donne le sésame qui s'appelle le visa. Voilà le contexte dans lequel justement intervient cette décision. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit annulé, ce visa? J'ai répondu. Pourquoi il a-t-il d'abord accordé ce visa à ce compatriote nigérien? Parce que justement, il pensait, comme ils ont l'habitude de croire, qu'il suffit de vous donner un petit stampontin, ça vous permet de vous calmer, c'est pour vous corrompre. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Ceci m'amène à dire une chose, lorsque vous êtes engagé dans le combat panafricaniste, il faut faire l'effort d'être en retrait des chancelleries occidentales. Je le dis et je le répète, ce que je dis, ça vaut pour vous, nous-mêmes, ça dit quand il ne dit pas de nous, ça peut être des panafricanistes, oui, y compris des sympathisants. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le combat, évitez d'aller vous ridiculiser, d'aller vous faire ridiculiser devant ces chancelleries. Parce que tout le monde est fiché. Si, c'est vrai, M. Ngo, si maintenant vous et moi, on va devant une chancellerie occidentale, on sera accueillis à bras ouverts avec un sourire très large d'ailleurs. Mais si, dans la perspective, dans l'espoir, qui peuvent infléchir notre posture, justement des révolutionnaires, ou bien de combattants panafricanistes, non. Mais si ils se rendent compte que ce n'est pas possible, justement, d'infléchir notre posture, notre engagement panafricaniste, eh bien, on aboutit à ces résultats. Comme avant le cas de Michael Zodi, vous avez Nathalie Yam, qui est désormais persona non grata dans le pays des Lumières, le pays de tous les droits de la terre, y compris celui de blasphémé. Vous avez le cas de Gouti Béanzin, qui est également menacé d'expulsion, bien qu'il soit détenteur d'un passeport français. Vous avez le cas de Kémy Séba, qui est menacé également, qui est en train d'aller chercher Noise à Macron en allant chez Poutine dans le contexte actuel. Donc voilà un peu le tableau. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il faut établir la réciprocité? Oui. Il faut établir la réciprocité. Mais avant d'établir la réciprocité, je voudrais quand même faire une parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que a-t-on besoin d'un visa français? Pour aller faire quoi là-bas? Lorsque vous êtes un combattant, non, vous ne pouvez pas chasser quelqu'un, demander à quelqu'un de partir de chez vous, mais vous prenez également le chemin inverse pour tenter d'aller chez lui. Il ne va pas accepter. Et là, c'est notre dynamique qui prend des coups au passage. Donc, comme je l'ai dit également, le visa français, c'est un gros business.
Si vous avez 1 million de demandeurs de visa français chaque jour, ils vous accorderont au trop 50 chaque jour. Et les frais de visa ne sont pas remboursables. Non seulement ils sont exorbitants, mais ils ne sont pas remboursables. C'est un gros business. Contrairement à ce qu'ils vous semblent vous dire. Ça veut dire qu'en fait, de manière inconsciente, volontaire ou involontaire, certains Africains contribuent à donner à l'oppresseur les moyens de continuer à nous opprimer. Un peu comme chaque fois que vous allez dans une station-service Total, c'est sans publicité, consommer ou acheter quelque chose de ce côté-là, d'une manière indirecte, involontaire ou volontaire, vous financez l'insécurité chez vous. Prenons le cas du groupe Lafarge, qui a financé le terrorisme, n'est-ce pas? Oui. D'abord, en Libye, vous avez Orano, qui a financé le terrorisme au Niger. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, chaque fois que vous donnez 1 centime dans ces entreprises-là, vous contribuez au renforcement de l'insécurité chez vous. C'est important de le dire. Chaque fois que vous partez acheter un truc, je veux dire un chocolat chez Carrefour, ou bien une tasse de café chez Carrefour, les 350 francs que vous déboursez pour ce faire, vous contribuez à financer l'insécurité. C'est important de le dire. Alors quand vous partez donc faire des demandes de visa dans les officines occidentales, de manière volontaire ou involontaire, peut-être inconsciente, vous contribuez à financer l'insécurité chez vous. C'est important que les téléspectateurs Justement, Albert Anatola ici, pour mettre de l'eau dans votre vin, j'aimerais justement donner à nos téléspectateurs les frais de visa pour entrer sur le territoire français. Visa pour tourisme 30 jours seulement, 1 mois donc, c'est 125 €. Visa d'affaires ou visa temporaire, 125 €. Eh bien, pour le visa long séjour, c'est 240 €. Donc, si nous mettons cela en francs CFA, Albert Anatola ici, 125 €, c'est à peu près, je vous donne les chiffres, plus de 80 000 francs CFA. Dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres. Alors, si vous êtes 1 million de demandeurs d'emploi, enfin, de demandeurs d'Asie, de demandeurs de visa, 80 000 francs par 1 million. N'est-ce pas? Vous financez. Vous avez le chiffre. Vous contribuez justement à financer l'insécurité. Je vous ai dit, je vous dis, si vous avez 1 million de demandeurs chaque jour, vous avez à peine 50 demandes. Par mois, je vois vous dire. Non, moi je parle de. Non, vous avez quelques demandes, vous avez des pays où vous avez des millions de demandeurs chaque jour. Allez au Gabon. Chez moi, même au Cameroun, vous avez les rangs. Il n'y a aucun dispositif de confort qui est mis en place. La preuve, c'est que dans son tweet, il se moque bien de ces demandeurs de visa. Je vous dirai le voilà, c'est-à-dire qui font la queue. C'est-à-dire ces demandeurs qui font la queue devant le consulat français. Sous le soleil, sous la pluie. Sous les intempéries. Je prends le cas par exemple ici. Dans le voilà, c'est-à-dire il n'y a aucun dispositif de confort qui est mis en place pour ceux qui demandent. Alors, c'est leur problème. Mais nous avons le devoir de les conscientiser, de les éduquer. À savoir que quand vous partez demander, vous déboursez près de 100 000 francs CFA. Vous qui êtes originaire des pays pauvres et très endettés pour cette heure, vous déboursez 100 000 francs multiplié par 1 million, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, sur 1 million, vous avez à peine 50 demandes qui sont acceptées. Vous comprenez que c'est un gros business. C'est un gros business et c'est dans toutes les chancelleries. Ça se passe comme ça. Donc, je pense que la réciprocité doit être établie. D'abord au niveau des frais qui doivent également être très exorbitants. C'est nous qui avons besoin d'argent, non eux. Donc, ça veut dire que c'est eux qui savent ce qu'ils viennent chercher chez nous. Donc, autant c'est le CODERM de diplomates estime que nos compatriotes qui demandent les visas français ont intérêt. Ils savent quel intérêt ils trouvent à le demander. Autant les locodèmes qui veulent venir chez nous, ils savent pourquoi ils viennent chez nous quand ce ne sont pas des espions, c'est des mercenaires déguisés en homme d'affaires, en opérateur économique, en homme d'affaires, en journaliste, en homme de sciences, en chercheur. Voilà. Donc il faut donc que ces frais-là soient un peu plus exorbitants
et que les conditions d'obtention de ces visas soient encore plus contraignantes. Je voudrais rappeler à le codem de diplomate et Sylvain Ité, puisqu'il parle en filigrane d'une sorte d'immigration légale, lorsqu'il choisit à qui il donne le visa, que les Européens ont été des migrants chez nous en Afrique. Il faut le leur rappeler. Et que l'Afrique n'avait jamais fait le chemin inverse avant qu'ils viennent déstabiliser le continent africain par les conflits armés au début des années 70, accentué pendant les années 80, avant la mise en place de leurs institutions mondialistes que vous appelez le FMI, la Banque mondiale, qui ont contribué justement à déstabiliser nos États. Les Africains ne faisaient pas le chemin inverse. Si oui, c'était pour des études qui étaient, j'ai envie de dire, qui étaient subventionnées par les États, par nos États, c'est-à-dire pas les bourses, si vous voulez. Oui. Les Africains, avant, donc ne faites donc pas ce chemin-là, mais avant, c'est l'Europe qui a fait les Européens qui ont fait le chemin inverse. Mais à partir du moment où, justement, leurs multinationales, leurs États ont commencé à faire le désordre chez nous, à piller nos matières premières, mais c'est là où et que les institutions financières internationales ont fermé les sociétés qui donnent l'emploi chez nous, mais nous avons le droit de faire le chemin inverse. Suivre nos matières premières qui vont chez eux. Nous avons le chemin, on doit même les coloniser à nouveau. C'est important parce que, écoutez, j'ai entendu quelqu'un dire que la France n'a pas à rougir d'avoir colonisé certains pays africains, je parle d'Éric Zemmour. Et que la France n'a pas à demander pardon, à se repentir des crimes coloniaux, des crimes de l'esclavage, de la traite négrière et consorts du néocolonialisme. Donc moi je pense que lorsque vous avez donc sur notre territoire, dans nos espaces de vie, ce genre de racistes, il faut apprendre à prendre à un moment donné vos responsabilités. Ce qui s'est passé au Burkina Faso est encouragé. C'est-à-dire, il faut détruire ces officines d'espionnage sous la forme d'ambassade, de consulat. C'est un truc à détruire parce que dans mon pays, le Cameroun, vous avez un consulat et une ambassade qui sont basés sur plusieurs hectares de terre. C'est-à-dire tout un quartier. Je parle de l'ambassade et du consulat de France au Cameroun, dans mon pays. Basé, c'est-à-dire, on appelle ça le carrefour, le quartier à Temengue, à Yaoundé. Basé sur plusieurs hectares de terre qui constituent leur propriété. L'ambassade du Cameroun à Paris, par exemple, occupe quelle superficie? Je ne pense même pas qu'à la superficie de l'ambassade du Cameroun à Paris occupe 1000 mètres carrés, je ne pense pas. Mais vous avez ces choses-là, ces officines de déstabilisation de nos pays qui vous occupent des hectares d'espace. Nous avons un problème. Nous avons un problème d'abord avec nos dirigeants. Parce qu'il est question de récupérer ces terrains-là qui sont la propriété de nos populations, qui sont la propriété de nos États, qui sont la propriété de notre peuple. C'est important. Donc je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de visas français? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin Dans mon pays, le Cameroun, à l'heure où nous tournons cette émission, le Conseil de France au Cameroun ne délivre plus de visas. De manière systématique, il refuse des visas à certains compatriotes. J'en connais qui ont fait la demande, qui en ont fait la demande pour aller en mission officielle, et dont les demandes de visa ont été refusées. Refusées. Il n'y a que les officiels, comme certains ministres, quelquefois, à qui on donne certains visas. Parce que ces diplomates ont quelquefois des rapports assez personnels avec ces membres du gouvernement, mais en dehors, quelquefois, certains hommes politiques, même de la société civile, qui utilisent, qui travaillent contre nos intérêts et contre les intérêts de notre pays. Donc, dans mon pays, le Cameroun, tenez-vous le dit, pour dire, nous avons certains fonctionnaires qui font des demandes de visa pour une mission en France, lesquelles demandes de visa là sont refusées. Donc, il faut appliquer la réciprocité, pas seulement en durcissant les conditions d'obtention de ces visas, mais également en renchérissant
les frais d'obtention de ces visas, pourquoi pas refuser? Parce qu'ils discriminent également comme ils le font. Parce que pour eux, c'est tout un business. Et ces frais de visa ne sont pas remboursables. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir de prendre 1 million de demandes. Ça coûte ce que nous avons convoqué tout à l'heure sur le plateau, près de 80 millions par an, pour moins de 15% de visas accordés. Je crois qu'il y a un problème. C'est 80 milliards, Albert Anatole, ici. Voilà, par an. Non, par mois. Si vous allez voir 1 million de personnes, c'est 80 milliards de francs CFA. Parce que si vous avez 80 000 francs multipliés par 1 million, ça fait 80 milliards. Donc il faut bien que je le reprécise justement pour nos téléspectateurs. Donc 80 milliards chaque mois. Imaginez en une année combien ça fait. C'est un business. Un gros business. Et pendant ce temps, le diplomate en poste du côté du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, dans un tweet déclare... Et je vous donne d'ailleurs ce commentaire. Allez demander à tous les Africains qui font la queue devant les consulats français pour obtenir un visa. Ils vous le diront sûrement, à moins qu'ils ne soient maso. Interrogez aussi les 8 millions d'Africains qui vivent en France. Ils doivent bien y trouver un intérêt. Il est français. Je me demande bien comment on écrit le mot que. Allez-y, Albert Anatole. Bon, alors, moi, j'ai un problème. Combien sont-ils les Français qui sont sur le continent africain? Combien? Je pense que rien qu'en Côte d'Ivoire, c'est environ entre 3 et 4 millions de Français qui sont en Côte d'Ivoire. Je pense que du côté du Gabon, c'est un peu moins. Dans mon pays, le Cameroun, je crois... Ils sont militaires qui se pavent dans les boîtes de nuit avec les armes. Absolument. Pas dans mon pays en tout cas. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que dans mon pays, le Cameroun, on rencontre un militaire français qui se balade avec une arme à feu. Il connaît quel sol il sera réservé. Parce que le Cameroun, c'est un pays de combattants. Donc, alors, dans mon pays, le Cameroun, vous avez la communauté française qui est estimée à environ 2 millions de mille par là. Bon, c'est le CODEM, il a vraiment récapitulé, il a fait le récapitulatif de ses compatriotes qui sont dans nos espaces de vie. Et qui ne servent à rien, qui viennent piller, qui viennent vendre des arachides, pour certains, qui viennent qui viennent ouvrir les restaurants. Je ne pense pas qu'un véritable Français qui est sérieux pour venir sur le continent africain ouvrir un restaurant. Oui, puisque c'est un pays développé, le pays de lumière, un pays riche. Le pays très riche, très émergent, il fait partie des G7, je crois que la France caracole parmi les 4, elle est 5e ou 6e puissance mondiale. Mais vous avez donc les compatriotes qui viennent dans les pays du tiers-monde, disons ça comme ça, qui viennent vendre des arachides, qui viennent vendre le ndolé, c'est-à-dire ouvrir les restaurants, les gargotes. Je crois qu'il y a un problème. Qui viennent vendre la drogue, comme en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il y a un problème. Qui viennent voler l'uranium comme au Niger, puisqu'il est au Niger. C'est ça qu'il est question. Donc c'est parce qu'il est au Niger qu'il peut être condescendant. Mais dans mon pays, le Cameroun, il ne peut pas le faire, il ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, un ambassadeur peut insulter les Ivoiriens sur un plateau de télévision. Parce que là-bas, c'est autre chose. Mais dans mon pays, ce n'est pas possible. Si notre gouvernement ne peut pas le faire, faisons un peu de la fiction. Qu'un diplomate s'invite sur un plateau de télévision pour insulter les Camerounais et que le gouvernement ne puisse pas réagir, mais le peuple va réagir. Et il y aura forcément il y aura des conséquences, forcément. Donc moi, je pense que lorsqu'il le dit, il faut d'abord qu'il fasse le récapitulatif de ses compatriotes qui viennent vendre les arachides dans nos pays. Si c'est ça qu'ils viennent faire, et ils sont appelés quoi? Ils sont hommes d'affaires. Ils sont appelés investisseurs, ils sont appelés investisseurs. Voilà, c'est ça. Des voix se lèvent du côté du Niger aujourd'hui, Albert Anatole, ici avant de sortir de cet entretien, pour demander justement à tous les Français de quitter leur sol et surtout que la coopération entre la France et le Niger s'arrête. Est-ce qu'actuellement Bazoum est celui qui pourra justement demander à le faire? Vous avez la réponse à votre question. Bazoum, c'est un supplétif comme il y en a. Des millions de cette espèce à la tête de nos pays.
vous avez Bazoum, Ouattara, vous avez Macky Sall, vous avez... Pendant que nous nous décrions la présence des armées d'occupation sur nos sols, Ouattara, Macky Sall et les autres permettent que ces gens se baladent dans nos campagnes avec des treillis et des armes, violant nos populations, commettant des exactions. Donc je pense qu'il est important que les populations du Niger, les Nigériennes et les Nigériens prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités en demandant à Bazoum soit de démissionner, soit de suivre la voie indiquée par le peuple nigérien. Vous savez bien sûr que Bazoum ne pourra pas le faire. Dans ce cas, il n'y a pas de révolution, je l'ai pu le dire, il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Je m'incline devant la mémoire, par exemple, de ceux qui sont tombés au Tchad. C'est ça une révolution. À moins que c'est lui qui est je veux dire, le supplétif de Macron de Paris n'ait plus de conscience, c'est possible. Mais avec les cinquantaines de morts, les centaines de morts dont il est responsable, sa transition ne sera pas une transition douce. C'est une parenthèse que je referme tout de suite. Mais pour repartir au Niger, Steve Zonongoz, je crois qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, il est important d'abord d'engager une rupture radicale avec Paris. C'est Paris qui a besoin des Africains. C'est Paris qui a besoin des ressources naturelles, des ressources minières africaines. Et non l'inverse. Vous avez l'habitude de le dire, si on ferme les frontières africaines, ne serait que pendant un trimestre, on verra bien qui est riche et qui a besoin de qui. Et c'est un défi que je lance justement à la jeune française. Absolument. C'est-à-dire qu'on fermons nos frontières. Un trimestre. Rien qu'un trimestre. On a vu l'exemple pendant le Covid, la crise sanitaire. Les frontières étaient fermées, n'est-ce pas? Mais ça a commencé à suffoquer de ce côté-là. Donc je pense qu'il faut qu'on ferme nos frontières et on verra qui a besoin de qui. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins dans la lutte panafricaniste. Il faut que cette dynamique qui est irrévocable et irréversible, c'est un chemin de non-retour, monte en puissance par le dégagement des racistes comme celui-là. C'est-à-dire qu'on lui rappelle qu'il est chez nous. Vous ne pouvez pas tenir ce genre de propos étant chez moi. Je pense bien que l'ancien ambassadeur du Mali à Paris a été chassé parce qu'il a eu la prétention, le courage. C'est-à-dire, il s'est peut-être trompé d'espace de vie en allant au Sénat français décrier les exactions de Barkhane au Mali. Nous savons tous le sort qui lui a été réservé. Donc, pourquoi est-ce que nous ne devons pas établir justement ce principe de réciprocité, que ce soit au niveau des narratifs, que ce soit au niveau des actions ou des actes? Je crois que c'est par là où la révolution doit également s'engager. Merci à vous, Albert Latoulaïsi, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Merci, Steve Zonongoz. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision. Passez une agréable journée.